Marianne Bachmeyer, la vengeance d'une mère. Au cœur de l'Allemagne, sur fond de chagrin et d'injustice, une femme nommée Marianne Bachmeyer s'est retrouvée au centre d'une histoire extraordinaire. Née le 3 juin 1950, sa vie deviendra un témoignage durable de l'amour inébranlable d'une mère et de sa quête inébranlable de justice. Au tribunal de district de Lübeck, en 1981, un acte de vigilance effrayant s'est déroulé. Marianne Bachmeyer, nourrie par un chagrin indescriptible, a pris justice elle-même. L'homme jugé était Claude Grabowski, accusé des crimes indescriptibles de viol et de meurtre, crimes qui avaient déchiré le monde de Marianne. Cette histoire captivante a non seulement enflammé les passions de ceux qui l'ont suivie, mais a également captivé la nation, donnant lieu à une large couverture médiatique et à un débat public passionné. Mais la justice, comme c'est souvent le cas, s'est révélée être un concept complexe et source de division. Les actes de Marianne ont mené à sa condamnation pour homicide involontaire et possession illégale d'une arme à feu. Elle risquait une peine de 6 ans de prison, une peine qui mettrait à l'épreuve les limites de la compassion et du châtiment. Pourtant, le voyage de Marianne était loin d'être terminé. Après avoir servi 3 ans, elle s'est lancée dans un chemin qui l'amènerait loin de son pays natal. Elle a déménagé à l'étranger, en quête de réconfort et d'un nouveau départ, mais la vie nous réservait encore d'autres épreuves. Par un cruel coup du sort, Marianne a reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Elle est retournée en Allemagne, où elle a affronté le dernier chapitre d'une vie marquée par le chagrin et le défi. Le 17 septembre 1996, à l'âge de 46 ans, Marianne Bachmeyer rend son dernier souffle. Elle a été inhumée aux côtés de sa fille bien-aimée, Anna, dans les limites tranquilles du cimetière Burgdorf de Lübeck. Rejoignez-nous pour plonger au cœur de la vie de Marianne Bachmeyer, une femme dont l'histoire résonne avec la profondeur de l'émotion humaine et la quête incessante de la justice, même lorsque cela signifie remettre en question les fondements mêmes de la loi. C'est son histoire, une histoire d'amour, de tragédie et de la force inébranlable de la détermination d'une mère. Jeunesse et famille. Les premières années de Marianne Bachmeyer ont été marquées par l'adversité, qui ont façonné la trajectoire de sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle est née le 3 juin 1950, dans la paisible ville de Sarstedt, nichée près de Hildesheim en Basse-Saxe, en Allemagne de l'Ouest. Les racines de sa famille remontaient à la Prusse orientale, où ses parents avaient trouvé refuge après les ravages de la Seconde Guerre mondiale. L'éducation de Marianne était fermement ancrée dans le conservatisme et la dévotion religieuse. Son père, autrefois membre de la Waffen-SS, jetait une longue ombre, en tant que figure austère et autoritaire de la maison. Il était un gros buveur et le bar local situé près de la maison familiale est devenu sa deuxième résidence, assombrissant encore davantage l'atmosphère à l'intérieur de leurs murs. L'existence de la famille était loin d'être harmonieuse. L'habitude de boire de son père a amplifié son agressivité, faisant de leur maison un lieu d'inconfort et de malaise. La tension a fait des ravages, conduisant finalement au divorce de ses parents. Sa mère s'est remariée plus tard, présentant à Marianne une nouvelle figure paternelle. C'est ce beau-père dictatorial, qui a qualifié Marianne d'adolescente en difficulté, une étiquette qui allait changer le cours de sa vie. La situation s'est détériorée au point que sa mère s'est sentie obligée de l'expulser du domicile familial. À l'âge de 16 ans, Marianne a été confrontée pour la première fois à l'écrasante responsabilité de la maternité. Accablée par les circonstances, elle a pris la décision déchirante de placer son premier enfant en adoption, alors qu'il était bébé. La tragédie a continué à suivre Marianne, alors qu'elle est tombée de nouveau enceinte à l'âge de 18 ans, cette fois de son petit ami. Juste avant la naissance de son deuxième enfant, elle a vécu un événement traumatisant, le viol. Son deuxième enfant, comme le premier, a été placé en adoption, alors qu'il était bébé. L'année 1972 marque un tournant important dans la vie de Marianne. Elle a noué une relation avec le gérant de Tipaza, un pub local où ils travaillaient tous les deux. À 22 ans, Marianne se retrouve enceinte pour la 3e fois. Le 14 novembre 1972, Marianne a accueilli son 3e enfant au monde, Anna. Élevant Anna comme mère célibataire, Marianne a été confrontée au double défi de la maternité et de l'emploi. Anna l'accompagnait souvent au pub, devenant ainsi un élément incontournable de la vie de Marianne. En 1984, 2 films documentaires, « Pas le temps de pleurer », l'affaire Bachmeyer d'Anna Moté, mettent en lumière la vie de Marianne, en tant que mère célibataire. Ces films mettaient en scène une femme qui travaillait tard dans la nuit, et dormait toute la journée, laissant sa fille de 7 ans se débrouiller seule. Marianne était parfaitement consciente des lacunes de son mode de vie, et envisageait de faire adopter Anna. Des amis ont raconté comment elle traitait Anna, comme une petite adulte, s'attendant à ce qu'elle assume des responsabilités bien au-delà de son âge. Anna, malgré les défis, est restée une jeune dynamique et résiliente. Pourtant, sa vie de famille a été marquée par des turbulences et une instabilité, un précurseur poignant de la tragédie qui allait plus tard bouleverser leur monde. Meurtre de sa fille.
Le 5 mai 1980, alors qu'Anna avait 7 ans, elle se dispute avec sa mère et décide de sécher l'école. Ce jour-là, elle a été enlevée par Claude Grabowski, un boucher de 35 ans, chez qui elle s'était déjà rendue chez lui pour jouer avec ses chats. Il a retenu Anna pendant plusieurs heures chez lui, l'a agressée sexuellement et l'a finalement étranglée avec une paire de collants de sa fiancée. Selon le procureur, il a ensuite attaché la jeune fille et l'a emballée dans une boîte qu'il a laissée au bord d'un canal. La fiancée de Grabowski l'a ensuite dénoncé à la police. Grabowski était un délinquant sexuel reconnu coupable et avait déjà été condamné pour abus sexuels sur 2 filles. En 1976, il s'est volontairement soumis à la castration chimique, bien qu'il ait été révélé plus tard qu'il avait ensuite subi un traitement hormonal pour tenter d'inverser la castration. Une fois arrêté, Grabowski a déclaré qu'Anna voulait dire à sa mère qu'il l'avait maltraité pour lui extorquer de l'argent. Il a déclaré que sa peur de retourner en prison l'avait poussé à la tuer. Justice vigilante dans la salle d'audience. L'acte choquant de justicier survenu au tribunal du district de Lübeck, le 6 mars 1981, a provoqué une onde de choc dans tout le système judiciaire en Allemagne et au-delà. L'agresseur, identifié comme étant Bachmeier, avait introduit clandestinement un Beretta 70 dans la salle d'audience, ce qui constitue une violation effrayante de la sécurité du processus judiciaire. Les événements qui se sont déroulés ce matin fatidique n'étaient rien de moins qu'un cauchemar. Alors que le procès entrait dans sa 3e journée, la tension était forte dans l'air. Bachmeier, animé par ce qu'elle prétendait être un désir de justice, a pris les choses en main d'une manière brutale et dévastatrice. Elle s'est positionnée stratégiquement derrière Grabowski, sa cible, et, avec une précision effrayante, a tiré 7 fois avec son arme. La salle d'audience, autrefois symbole d'ordre public, s'est instantanément transformée en une scène de chaos et de tragédie. Grabowski, la victime, a subi le plus gros de la colère de Bachmeier. 6 des 7 coups de feu tirés trouvèrent leur cible, et Grabowski fut tué presque instantanément. La salle d'audience entière a été plongée dans le désarroi, alors que la panique et la confusion ont envahi les spectateurs, les professionnels du droit et les accusés. Bachmeier, peut-être étonnamment, n'a fait aucune tentative pour fuir les lieux. Après cet acte horrible, elle a calmement baissé son arme, et n'a opposé aucune résistance, lorsque les autorités l'ont appréhendée. Sa reddition était, en soi, un contraste étrange avec l'épisode violent et chaotique qui venait de se dérouler quelques instants plus tôt. Ces actes, bien que choquants et moralement répréhensibles, laissent de nombreuses questions sans réponse sur les facteurs qui l'ont poussé à commettre un acte aussi odieux de justice vigilante au sein même de l'institution censée administrer la justice légale. À la suite de cet incident tragique, le système judiciaire allemand a été contraint de faire face à de graves problèmes de sécurité au sein de ses tribunaux. Cet acte choquant a mis en évidence les vulnérabilités existantes et a conduit à une réévaluation des mesures et procédures de sécurité. Cela a également suscité un débat sociétal plus large sur le rôle de la justice vigilante, les limites du système juridique et les conséquences potentielles de laisser les griefs s'envenimer sans canaux de résolution appropriés. L'héritage de cet horrible incident survenu au tribunal du district de Lübeck continue de jeter une ombre sur les discussions sur la justice, la sécurité et l'équilibre entre l'état de droit et les émotions profondément ancrées qui peuvent pousser les individus à prendre les choses en main. Réaction du public. L'incident survenu au tribunal du district de Lübeck en 1981 a eu un impact profond et controversé sur l'opinion publique en Allemagne de l'Ouest. Il est rapidement devenu l'un des cas de justice d'autodéfense les plus largement reconnus dans l'histoire du pays, attirant une large couverture médiatique tant au niveau national qu'international. Des équipes de télévision du monde entier se sont rassemblées à Lübeck pour rendre compte de l'affaire, soulignant le choc et la fascination qu'elle avait suscité. Un aspect particulièrement remarquable des conséquences fut la décision de Bachmeier de vendre l'histoire de sa vie au magazine d'information Stern pour une somme substantielle, environ 100 000 Deutschmark. Ce paiement lui a permis de couvrir ses frais de justice et a marqué un tournant controversé dans la trajectoire de l'histoire. Pendant la détention de Bachmeier, elle a reçu une vague de soutien de la part de certains segments du public. Des messages d'encouragement, des cadeaux et des fleurs sont arrivés lors de son confinement, reflétant un certain niveau d'empathie et de compréhension pour ses actes. Beaucoup pensaient que ces actes étaient motivés par un profond sentiment d'injustice et un désir de représailles contre l'homme qu'elle considérait comme l'agresseur de ses filles. Cependant, l'opinion publique à l'égard des actions de Bachmeier était loin d'être unanime. Il y avait des individus qui croyaient fermement qu'un État constitutionnel ne devait pas tolérer ou excuser les actes de justice vigilante. Les questions éthiques et juridiques complexes, soulevées par ces actions, ont suscité un débat animé dans toute la société. L'opinion publique a connu un changement significatif lorsque Stern a publié l'histoire de la vie de Bachmeier, qui a dévoilé des détails troublants sur son passé, notamment ses 2 premiers enfants, et les liens de son père avec les SS.
Cette révélation a transformé son image publique de celle d'une mère innocent cherchant justice à une figure plus complexe et controversée. Malgré cela, un nombre important de personnes ont encore ouvertement manifesté leur compassion pour ses représailles, ce qui reflète la profonde résonance émotionnelle de son cas. Le système judiciaire ouest-allemand a également été soumis à des critiques de toutes parts. Les critiques ont fait valoir que le système judiciaire avait permis à un homme qui avait abusé sexuellement de 2 filles d'utiliser des hormones pour tenter de retrouver sa libido, soulevant des questions sur l'efficacité du système judiciaire dans le traitement des cas d'abus sexuels et sur la protection des droits des victimes. La réaction du public à cette affaire a souligné la complexité de la justice justiciée, ainsi que les émotions profondément ancrées et les dilemmes moraux qu'elle peut susciter. C'est devenu un symbole des débats sociétaux plus larges sur les limites du système juridique, les conséquences des abus et le rôle de l'empathie et de la compréhension face à des circonstances extrêmes. Condamnation pour homicide involontaire. Les procédures judiciaires qui ont suivi l'acte de violence choquant au tribunal du district de Lübeck ont été marquées par d'intenses débats et délibérations juridiques. Le 2 novembre 1982, Bachmeyer a été initialement inculpé devant le tribunal du crime de meurtre, une accusation qui entraînait des sanctions et des implications sévères. Mais le déroulement du procès va bientôt prendre une tournure importante. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroulait, l'accusation a finalement abandonné les accusations de meurtre contre Bachmeyer. Après 28 jours de négociations rigoureuses, la commission chargée de superviser l'affaire est parvenue à un verdict. Cette décision est intervenue après des mois d'examen minutieux et d'analyses juridiques intenses, pesant les facteurs complexes entourant l'incident. Le 2 mars 1983, soit un peu plus de 4 mois après le début de la procédure, Bachmeyer a reçu son verdict de la chambre de la cour de circuit du tribunal de district de Lübeck. Elle a été reconnue coupable non pas de meurtre, mais de l'accusation moindre d'homicide involontaire coupable, ainsi que d'une accusation supplémentaire de possession illégale d'une arme à feu. Cela a marqué un moment charnière dans l'affaire, car la gravité des accusations a considérablement influencé la peine qui serait imposée. Fondamentalement, le tribunal a confirmé un argument clé présenté par la défense, que l'acte n'était pas prémédité. Cette distinction a joué un rôle crucial dans la détermination du degré de culpabilité attribué à Bachmeyer pour ses actes dans la salle d'audience ce jour tragique. Bachmeyer a finalement été condamné à 6 ans de prison pour son rôle dans la fusillade mortelle. Cependant, elle n'a pas purgé la totalité de sa peine. Après avoir passé 3 ans derrière les barreaux, elle a été libérée, marquant la conclusion d'un parcours juridique qui avait retenu l'attention de la nation et déclenché d'intenses débats sur la justice, les représailles et les conséquences des actions des justiciers au sein du système judiciaire. Le cas de Bachmeyer nous rappelle brutalement les complexités inhérentes au système de justice pénale, où la détermination des accusations et les peines qui en résultent peuvent être influencées par une multitude de facteurs, notamment les nuances d'intention et de préméditation. Il continue d'être un sujet d'étude et de débat, offrant des informations précieuses sur les dilemmes juridiques et éthiques posés par la justice justiciée, et l'application de la loi dans des cas qui défient toute catégorisation facile. Couverture publique ultérieure. Les conséquences de la fusillade dans la salle d'audience ont continué de captiver l'attention du public pendant des années après l'incident. En 1994, soit 13 ans après la fusillade, Bachmeyer rompit son silence en accordant une interview à la radio de Deutschlandfunk. Cela a marqué un moment charnière, puisqu'elle a commencé à discuter publiquement de ses motivations et de ses actions en ce jour fatidique. La même année, son autobiographie est publiée par l'éditeur allemand Schnicklut Verlag. Ses mémoires fournissent un récit de première main de sa vie, de ses expériences qui ont mené à la fusillade, et de son point de vue sur les événements tragiques qui se sont déroulés. Il offrait un aperçu plus profond de l'esprit d'une femme qui avait fait justice elle-même, et était prête à partager son point de vue avec le monde. L'une des révélations les plus significatives a eu lieu le 21 septembre 1995, lorsque Bachmeyer est apparu dans l'émission télévisée Fliege sur Daerst. Au cours de cette comparution, elle a publiquement admis avoir tiré sur Grabowski après mûre réflexion, citant son désir de lui faire appliquer la loi, et de l'empêcher de répandre davantage de mensonges sur Anna. Ces aveux ont constitué un événement capital dans la saga en cours de l'affaire, car ils ont jeté un nouvel éclairage sur ses motivations et les convictions profondément ancrées, qui l'avaient poussé à commettre un acte de vigilance aussi violent. Dans un documentaire diffusé en 2006 sur Arte, un ancien ami de Bachmeyer a ajouté une autre couche de complexité à l'affaire. Cet ami a affirmé que Bachmeyer avait en fait répété la fusillade dans le sous-sol de Tipaza, enquêtant ainsi sur la nature calculée de ses actions. La révélation selon laquelle elle aurait pu méticuleusement planifier cet acte a soulevé encore plus de questions sur son état d'esprit et la profondeur de son engagement envers sa cause. Ces diverses apparitions publiques et révélations, Bachmeyer est resté sans excuse pour son acte de vengeance. Sa position inébranlable et son refus d'exprimer des remords ont continué de diviser l'opinion publique et d'alimenter les débats sur les limites de la justice,
les conséquences du vigilantisme et l'impact durable de la fusillade dans la salle d'audience. La couverture médiatique continue, et les révélations entourant le cas de Bakmeyer et Grabowski rappellent brutalement la complexité des émotions humaines, la recherche de justice, et les frontières floues entre le bien et le mal face à de profondes convictions personnelles. La mort. À l'automne 1996, le monde a fait ses adieux à une femme remarquable, qui avait touché le cœur de nombreuses personnes. Marianne Bakmeyer, modèle de force et de courage face à l'adversité, luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du pancréas. Alors que sa santé se détériorait, elle a pris une décision poignante, qui laissera un impact durable sur ceux qui suivront son voyage. Avant son décès, Marianne Bakmeyer a cherché à faire la lumière sur la dure réalité de vivre avec une maladie en phase terminale. Elle a invité le journaliste Lucas Maria Bomé du Nord de Tchérin-Fink à l'accompagner, et à documenter les dernières étapes de sa vie. Son intention était claire, partager ses expériences, sa douleur et son esprit inébranlable avec le monde. Lucas Maria Bomé, journaliste. Marianne Bakmeyer était une femme d'une force incroyable. Elle voulait que son histoire soit un témoignage de l'esprit humain, et une source d'inspiration pour d'autres personnes confrontées à des batailles similaires. Dans le documentaire, Marianne Bakmeyer partage ses espoirs, ses craintes et l'impact profond de sa maladie sur sa famille et ses amis. Sa vulnérabilité et son honnêteté ont profondément touché les téléspectateurs du monde entier, suscitant des conversations sur l'importance de la détection précoce, et du soutien nécessaire aux personnes confrontées à des maladies en phase terminale. Tragiquement, le 17 septembre 1996, Marianne Bakmeyer est décédée à l'âge de 46 ans. Elle avait mené son combat, avec une grâce et une dignité incroyables, laissant une marque indélébile dans le cœur de ceux qui avaient suivi son parcours. L'héritage de Marianne Bakmeyer perdure, non seulement à travers le documentaire qui témoigne de ses derniers jours, mais aussi à travers les innombrables vies qu'elle a touchées par son courage et sa résilience. Elle repose aux côtés de sa fille bien-aimée, Anna, au cimetière Burgtor de Lübeck, où leurs esprits trouvent du réconfort ensemble. Dans la mort, comme dans la vie, l'esprit de Marianne Bakmeyer continue d'inspirer, et de nous rappeler l'importance de chérir chaque instant, de se soutenir mutuellement, et d'affronter les défis de la vie, avec une détermination sans faille. Dans le prochain segment de notre documentaire, nous explorerons l'impact durable de l'histoire de Marianne Bakmeyer, son plaidoyer en faveur de la sensibilisation au cancer et les leçons que nous pouvons tirer de sa vie extraordinaire. Rejoignez-nous pour célébrer l'héritage d'une femme qui a affronté la mort, avec une grâce et une force sans précédent. Dernière pensée. L'histoire de Marianne nous rappelle que même face à l'adversité, nous avons le pouvoir de nous inspirer, de nous éduquer, et de nous encourager les uns les autres. Sa décision de partager ses derniers instants avec le monde était un acte de courage altruiste qui a touché les cœurs du monde entier. En sa mémoire, nous devons continuer de sensibiliser à l'importance du dépistage précoce et à la nécessité de prodiguer des soins empreints de compassion à ceux qui luttent contre des maladies en phase terminale. L'héritage de Marianne se perpétue dans les leçons qu'elle nous a enseignées sur la résilience, l'amour et l'esprit humain durable. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte et d'inspiration. Que le souvenir de Marianne continue de briller, dans nos cœurs et nos esprits, nous rappelant que, dans la vie, comme dans la mort, nous sommes tous capables d'avoir un impact profond sur le monde. Avant de terminer, nous vous invitons, nos chers téléspectateurs, à faire partie de notre communauté. Si vous avez été ému par l'histoire de Marianne Bakmeyer, et si vous croyez au pouvoir des documentaires, pour inspirer et éduquer, pensez à vous abonner à notre chaîne. Ce faisant, vous resterez informés de nos derniers projets, et vous joindrez à nous, pour honorer l'héritage de personnes extraordinaires comme Marianne. Nous vous encourageons également à partager vos réflexions et vos idées avec nous. Votre contribution est inestimable, alors que nous nous embarquons dans de nouveaux voyages, pour explorer des histoires captivantes, et des histoires inédites. Veuillez laisser vos commentaires ci-dessous, en suggérant des sujets pour de futurs documentaires, et faites entendre votre voix. Merci de faire partie de notre famille documentaire. Ensemble, nous pouvons continuer à mettre en lumière les histoires qui méritent d'être racontées, et à célébrer l'esprit indomptable de l'expérience humaine. En attendant notre prochaine exploration, puissiez-vous trouver l'inspiration dans les vies que nous avons partagées, et que vos propres histoires soient remplies d'espoir, de résilience et de quête constante de connaissances.